Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Section 1. Management. L'activité de travail désigne l'ensemble des actes posés, l'agir existentiel d'un sujet humain, réalisé avec d'autres, dans un contexte organisé pour modifier ou transformer un objet matériel ou symbolique, pour produire une œuvre ou dans le cas d'activités de service, pour produire un effet sur d'autres sujets humains. L'œuvre ou le changement produit est reçu par un public usager ou témoin. Dans tous ses sens, le rapport au travail est source de construction identitaire. Il permet de devenir soi-même comme un autre, pour reprendre l'expression condensée de Paul Ricoeur. Jacques Rhe accent aigu UAME, l'hypéfativité au travail, entre narcissisme et identité, in Aubert sous la direction de L'individu hypermoderne éditions RS 2004 page 91. L'autorité, c'est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. On distingue dans un chef l'autorité statutaire qui tient la fonction, et l'autorité personnelle, faite d'intelligence, de savoir, d'expérience, de valeur morale, de dons de commandement, de services rendus, etc. On ne conçoit pas l'autorité sans responsabilité, c'est-à-dire sans sanction, récompense ou pénalité qui accompagne l'exercice du pouvoir. H. Fayolle, Administration industrielle et générale, 1918, Duno, 1999. Dans une entreprise, il faut déléguer ce qui existe, et inventer ce qui n'existe pas. C'est ça le rôle de l'entrepreneur. P. Bellon, propos recueillis par S. Jourdain in l'entreprise, numéro 160, janvier 1999. Introduction. The first 20 years of my life as a manager involved managing technical and manufacturing effort inside the world of Intel. And during this period the person who had the greatest influence on my thinking as an operating manager was Peter Drucker. In particular I read his book, The Practice of Management, at the right time, when I knew enough to appreciate it and yet it was early enough so that it influenced me and shaped my thinking. For the past 15 years or so, my thinking and activities have been more strategic, and have involved competitive strategy and relationships. Probably the single book that had the most impact on me that I read in the early stage of that period was Michael Porter's Competitive Strategy. Andrew Grove, réponse à Sheila Monsieur Puffer. Dans cette première partie, nous allons évoquer ce qui constitue les bases d'une culture managériale. S'intéresser au modèle, au concept de management, c'est bien évidemment renforcer son propre savoir-faire par l'acquisition de méthodes de travail, de méthodes de critique, de philosophie, de développement dans l'action. C'est également développer son savoir-être puisque derrière chaque méthode ou modèle, il y a des hommes, des créateurs qui nous invitent à nous interroger, à partir de la vision du monde que leur approche propose, sur notre propre vision du monde et de l'entreprise. Pourquoi faut-il parler des fondamentaux ? Une autre raison rend absolument nécessaire ce parcours critique sur les méthodes de management. La littérature comprend de nombreux ouvrages dont certains sont l'équivalent de très mauvais guides de cuisine, ne comportant que des recettes approximatives, voire pire. Entre les platitudes présentes dans un certain nombre d'ouvrages et la variété des ouvrages spécialisés accessibles seulement à quelques universitaires, il est indispensable aux dirigeants de se construire une philosophie du management, c'est-à-dire de disposer de repères propres à construire sa philosophie de l'action. On imagine assez peu un leader militaire ignorant les capacités de l'aviation, de la marine et des divers moyens terrestres. Alors comment est-il possible que beaucoup de dirigeants se fassent presque une gloire de ne rien savoir ? Le leader doit connaître les bases du management pour assurer pleinement son rôle, être capable de discuter avec les personnes auxquelles il délègue des missions, et pouvoir efficacement participer aux choix de gestion et d'animation de l'entreprise. L'impossible quête. Les modes sont extrêmement nombreuses et leur succession ne manque parfois pas d'humour. Dans un article paru sous le titre « Une mode chasse l'autre », Anne Thésénas Dumoncel avait évoqué sous une forme humoristique ces successions. Dans les années 1960, il était dit par un consultant au cadre d'une entreprise « Ma première recommandation porte sur la réorganisation scientifique de l'organigramme de la société Lambert et Lambert Textile. » Dans les années 1970, le même consultant disait au même cadre « Le verdict de notre cabinet est très limpide.
Lambert et Lambert Textile a une organisation composée de 6 vaches à lait et 2 poids morts. Dans les années 1980, tout en leur présentant l'élastique avec lequel ils devaient sauter d'un pont, une charmante personne disait au même cadre portant un t-shirt Lambert Forever: « Bon les gars, c'est le moment de montrer que la force de vente a du ressort. » Dans les années 1990, les mêmes cadres désabusés disent: « Nous avons appliqué les recettes d'un gourou de Chicago, suivi les séminaires marketing de Harvard, pris des cours de japonais aux langues orientales, sauté à l'élastique dans le Verdon, tout ça pour s'entendre dire « Vendez ». Dans les années 2000, il est facile d'imaginer les mêmes cadres dans un cabinet d'outplacement, sous l'œil inquisiteur d'une spécialiste en comportement, s'entendre dire « Votre problème c'est que vous n'êtes pas un cadre ». Personne ne pouvait imaginer à quel point les mutations socio-économiques du monde provoqueraient des transformations aussi fondamentales dans le monde du travail, devenu un monde du travail sans travailleurs. Il convient donc bien de dépasser les modes pour essayer de discerner dans les nombreux concepts les éléments qui permettent de comprendre l'évolution des attitudes, donc des savoir-être, et les constantes éventuelles du savoir-faire dans la vie des entreprises. À partir des années 1960, et pratiquement jusque dans les années 1980, les tendances majeures relatives à la conceptualisation ont porté sur la stratégie. Une remarque s'impose en ce qui concerne cette réflexion stratégique. Alors que les militaires s'y exercent depuis presque 3000 ans, les civils s'y consacrent depuis une trentaine d'années seulement. La différence fondamentale entre les deux approches réside dans le peu de cas que font les civils de cette question fondamentale qu'est le temps. 1. Le début du XXe siècle. Figure 5. XXe siècle, frise des acteurs majeurs jusqu'en 1940. Ordre, rationalité, production de masse, gestion scientifique, réflexion sur le poste de travail, spécialisation, hiérarchie, contrôle. Tels sont les maîtres mots de cette époque de pionnier qu'a été le début du capitalisme. Frederick Winslow Taylor, 1856 à 1915, évidemment le plus connu des ténors de la gestion scientifique, fait partie d'un groupe parmi lesquels nous pouvons compter Henry Lawrence Gant, 1861 à 1919, et Harrington Emerson, 1853 à 1931. Curieusement, Taylor a déchaîné les passions. Sa vie a été étudiée, disséquée, certains sont même allés jusqu'à écrire qu'il était resté bloqué au stade anal. Cette expression, issue d'un prêt-à-penser psychanalytique mal assimilé, est d'ordinaire extrêmement péjorative et son caractère poétique n'est pas évident. Il est clair que Taylor avait des jugements parfois extrêmement violents à l'encontre des ouvriers et de leur structure mentale. Il n'en demeure pas moins que toute cette époque est tournée vers la recherche maximale de l'efficacité, et que tous ses représentants ne doivent pas être perçus comme des psychorigides névropathes. Il n'y a aucune raison de venir au secours de Taylor, mais nous disposons d'un document extrêmement amusant qui nous permet de comprendre l'engouement de son époque pour la gestion scientifique. Publié sous le titre de 13 à la douzaine par Ernestine et Frank Gilbreth, enfant de Frank Gilbreth, 1868 à 1924, et de Lillian Moller, 1878 à 1972, ce livre, qui a considérablement influencé les jeunes enfants et adolescents, décrit une ambiance familiale complètement organisée autour de la gestion scientifique. Ernestine et Frank racontent: Notre maison, dans le New Jersey, était une véritable école de rationalisation scientifique pour l'élimination des mouvements inutiles, ce que papa et maman appelaient l'étude du mouvement. Papa nous filmait par exemple, nous, les enfants, en train de laver la vaisselle, afin de calculer quels étaient les mouvements que nous pouvions économiser pour finir plus vite notre besogne. Lillian Moller, épouse Gilbreth, avait la particularité d'être docteur en psychologie, et pour elle comme pour son mari, la gestion scientifique ne pouvait se concevoir sans mesure. Leur passion les pousse à utiliser le stromboscope pour visualiser la juste composition des mouvements des ouvriers, afin d'en rechercher l'optimum d'efficacité. Ils dessinent la cuisine idéale, celle qui permet la plus complète économie des mouvements. Lillian Moller a laissé une œuvre immense relative à l'interaction entre le travail et la personne, mais comme d'autres femmes qui ont largement contribué au développement des idées novatrices en management, elle reste malheureusement ignorée. Harrington Emerson, quant à lui, parlait 19 langues et avait étudié dans de nombreux pays d'Europe.
Il s'est tourné vers l'efficacité et sa mise en évidence par le biais de la comptabilité analytique. Si ces 12 principes d'efficacité ont un caractère un peu désuet, il est assez remarquable de constater qu'en 1913 l'accent était mis non seulement sur la normalisation, mais également sur la fiabilité des documentations et sur la compétence. Il apparaît que ce qu'un dirigeant doit tirer de cette période de l'histoire, c'est d'une part cette orientation extrêmement importante vers la normalisation et d'autre part, cette recherche de l'efficacité que les militaires nomment l'économie des forces. Cette normalisation va évidemment porter au départ sur les produits, mais elle se poursuivra jusqu'à la normalisation d'entreprises ou du moins de systèmes entrepreneuriaux comme la normalisation des systèmes qualité à travers les normes ISO. Il serait injuste de ne pas citer parmi ses premiers concepteurs de méthode Henri Fayol, 1841-1925, qui publia en 1916 Administration industrielle et générale. Il y fixait les principes clés d'un management scientifique. Planifier, organiser, coordonner, commander, contrôler. Il insistait sur l'autorité, la discipline, la capacité à avoir une direction unifiée et la notion d'intérêt supérieur. Il recommandait la création d'écoles pour apprendre à diriger. 2. La fin de l'effet MONOMOTIVATIONNEL. Les gens considèrent que si j'ai pu mettre en place l'actionnariat du personnel, c'est parce qu'Auchan gagne de l'argent. C'est l'inverse. Je gagne de l'argent parce que j'ai mis en place cet actionnariat et différentes formes de partage des résultats. Gérard Mullier. À qui, selon vous, appartient une société ? À ses actionnaires, à ses employés ou à ses dirigeants ? Je pense que les salariés sont aussi consommés par le devenir d'une société que ses actionnaires. Akio Morita. Un coup de tonnerre dans le champ du management des organisations se produisit entre 1927 et 1929 à l'usine Hawthorne de la Western Electric Company. Cette expérience qui portait sur l'observation d'ouvrières dont on transformait jour après jour l'environnement de travail, par exemple en jouant sur l'éclairage, a démontré que l'environnement et l'attention que l'on porte aux gens interagissent avec leur comportement et leur implication dans la production, donc sur le rendement. Même si les travaux de cette expérience ont été contestés du point de vue de leur qualité scientifique, il n'en demeure pas moins que cette expérimentation a eu un retentissement considérable et qu'elle a nourri toute une série de réflexions sur le thème de la motivation. Ces expériences démontrent que le salaire n'est pas la seule source de motivation. C'est une rupture considérable qui sonne la fin de ce qu'on a appelé l'effet monomotivationnel. Curieusement, dans des ateliers témoins où rien n'a été changé, le rendement des ouvrières augmente également. À partir de 1927, avec la collaboration d'Elton Mayo, 1881-1949, une phase expérimentale plus poussée est mise en place pour étudier les facteurs qui peuvent intervenir sur la rentabilité. Cette expérience est connue sous le nom de Relay Assembly Test Room. L'expérience se déroule par phase de plusieurs semaines, chaque nouvelle phase étant marquée par l'introduction d'un changement. Par exemple, à la phase 4, on introduit des périodes de repos de 5 minutes, à la phase 7 une pause déjeuner de 15 minutes le matin et une pause de 10 minutes l'après-midi. Mayo tente de tirer un certain nombre de conclusions sur la non-corrélation entre l'amélioration du rendement et les événements dans et autour de la gestion de l'atelier. Le retentissement de cette expérience a été immense, alors que les conditions expérimentales dans lesquelles elle a été menée ont été très contestées, ce qui permet à Claude Ibert de tirer une ultime question de l'effet Hawthorne. Il reste à expliquer le vrai mystère de l'effet Hawthorne, son succès persistant. Car enfin, voilà une série d'expériences au sujet desquelles de nombreux chercheurs ont démontré il y a 15 à 20 ans que leur méthodologie était si fautive, et leur interprétation si tendancieuse qu'il était impossible d'accorder le moindre crédit aux conclusions qu'en avaient tirées leurs auteurs. Et pourtant, l'effet Hawthorne continue à être évoqué avec révérence. Il est difficile de considérer que le succès médiatique de cette expérience est dû uniquement à la personnalité de Mayo, ou à la renommée de l'école de Harvard dont il était issu.
Nous pouvons plutôt pencher pour l'interprétation selon laquelle il y a là véritablement naissance d'un courant de pensée dont la nécessité est ressentie si fortement que les acteurs bricolent les explications scientifiques pour confirmer sa nécessité. À savoir que l'homme ne pouvait plus être considéré comme une machine uniquement attirée par le salaire et le gain, et qu'il devenait urgent de créer un nouveau paradigme qui va être développé par l'école dite des relations humaines. Du point de vue d'une réflexion globale, ces expériences et ce qui a suivi en disent finalement assez long sur le retard qu'il y a entre la perception des situations et leur objectivation. Ceci est évidemment particulièrement vrai pour ce qui touche aux sciences et aux relations humaines. Nous pourrions avec beaucoup d'humilité dire que le discours vient finalement plus ou moins heureusement authentifier un changement culturel déjà vécu par l'homme. 3. Rupture et transition. 4 auteurs vont apporter une lumière tout à fait particulière au cours de la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Max Weber, 1864 à 1920. Mary Parker Follett, 1868 à 1933. Chester Barnard, 1886 à 1961. Herbert Simon, 1916 à 2001. Nous les avons choisis parce que chacun d'eux a fait preuve d'originalité, de nouveauté, voire de provocation. Max Weber, bureaucratie et protestantisme. Weber ne fait pas partie des révolutionnaires, c'est un homme des sciences sociales qui s'intéresse particulièrement à la sociologie de la religion et à la sociologie de cette société de production de masse. Les contributions de Weber sont considérables, comme en témoignent les titres de certains de ses ouvrages, évoquant l'incroyable largeur d'esprit de l'auteur. L'histoire économique, qui se veut une esquisse d'une histoire universelle de l'économie et de la société. Confucianisme et taoïsme. Économie et société dans l'Antiquité. Essai sur la théorie de la science. Économie et société. Sociologie de la musique. Enfin, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, ouvrage qui fit connaître Weber dans le monde de l'économie. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que, se voulant un rationaliste, il a su pousser l'exigence d'une démarche rationnelle aux limites de ce que son esprit immense pouvait explorer. Weber définit 4 types de rationalité. La rationalité en finalité. La rationalité en valeur. La rationalité traditionnelle. La rationalité émotionnelle et sentimentale. De la même manière, il distingue des sphères d'influence. La sphère religieuse, la sphère politique, la sphère économique. Weber, par son approche sociologique, nous enseigne que l'économique n'est pas un en soi. Son parcours est une vaste synthèse et une discussion passionnante sur les dimensions structurantes du politique, du religieux et de l'économique qui interagissent continuellement. Les travaux de Weber vont s'orienter vers la bureaucratie idéale. Entendons par là une organisation dans laquelle aucune place n'est laissée au hasard et où la sélection est fondée sur la compétence. Il ne faut jamais oublier que Weber parlait d'un idéal, et que les modèles organisationnels qu'il avait décrits n'avaient pas encore connu les errements et exagérations du milieu et de la dernière partie du siècle dernier. Moins que la bureaucratie, ce qui apparaît fondamental chez Weber, c'est le lien qu'il fait entre la notion de promesse, dans les acceptions métaphysiques et spirituelles du terme, et l'attitude des personnes au travail. Cette approche est loin d'être bureaucratique au sens où nous l'entendons. Au fond, 2 questions positionnent l'homme dans une dynamique. Qu'est-ce qui le pousse, de quoi procède sa motivation pour reprendre un mot qui fait partie de l'univers théologique, et quelle promesse lui est faite. Weber retient comme fondateur le rôle de la promesse religieuse, qui prend des formes différentes d'un point de vue théologique et pratique dans les mondes catholiques et protestants. En effet, la question de la prédestination transforme considérablement l'attitude classique chrétienne au regard du travail, puisque ceux qui sont choisis procèdent du choix de Dieu et sont promis au salut. Cette règle des 2 pros permet de porter un regard différent sur le culte de la réussite en pays anglo-saxon. La réussite individuelle est interprétée comme la manifestation du choix de Dieu sur la personne. Nous pouvons ajouter que cette convergence des 2 pros escamote la question de l'homme dans son effort pour s'identifier à l'idéal, Jésus-Christ, du monde catholique.
Nous pourrions risquer que si tout est joué, il convient d'être pratique, utilitariste, alors que si rien n'est joué, il faut soutenir une exigence forte, conceptuelle et optimiste de l'homme et affirmer que l'intention est moralement déterminante dans l'action. Kant. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette nécessaire méditation de la question de la promesse pour le leader. Herbert Simon, la rationalité limitée. Autant, comme nous le verrons, la qualité est un mouvement, une réflexion méthodologique qui a traversé l'ensemble du XXe siècle, autant la publication de Administrative Behavior, de Herbert Simon, représente une véritable césure dans la réflexion sur le management et les organisations. Herbert Simon, docteur depuis 1943, publie cet ouvrage en 1946, il obtiendra le prix Nobel d'économie en 1973. Cet homme qui maîtrise de très nombreuses disciplines, informatique, économie et économétrie, psychologie, épistémologie, sociologie et sociométrie, psychologie expérimentale et cognitive, philosophie des sciences, sciences de l'ingénierie, va conduire une étude des processus de décision dans les organisations. À cette époque, nous n'en sommes pas encore au point où il est possible de détailler tous les éléments issus de la psychologie permettant de réfléchir sur ce que, dans la majorité des cas, il est possible d'appeler le mythe de la décision. Il apparaît cependant que Simon, avec le concept de rationalité limitée, vient pulvériser la notion de rationalité objective qui voulait que les mécanismes de décision dans l'entreprise obéissent à un schéma parfaitement déductif tendant à maximiser le profit, en accord avec le fonctionnement quasi-mécanique de l'organisation. En fait, la complexité, la quantité autant que l'absence de l'information amène l'individu à une succession de compromis qui lui paraissent les plus propices à maintenir l'intégrité du système organisationnel auquel il appartient. C'est évidemment la fin du raisonnement bureaucratique. De manière anticipée, nous pouvons considérer que c'est la fin assurée et anticipée de la future technocratie. C'est aussi une question venimeuse. Quelle est-ce relation existente entre leader et décision ? Il n'est pas inutile de rappeler qu'aujourd'hui encore, la réflexion de Simon est loin d'être entrée dans le domaine public. Il est peut-être normal qu'il y ait un grand décalage entre la naissance d'une telle théorie et la mise en œuvre des concepts qu'elle défend de façon opérationnelle, mais il est surprenant que la plupart des dirigeants considèrent encore trop souvent que la qualité d'une organisation est liée à sa spécialisation, son niveau de hiérarchisation, son système de contrôle, la rationalité cristalline de leurs décisions. Pour aller plus loin, nous pouvons dire que dans ce contexte, la rationalité suppose que le dirigeant dispose des faits exacts qui se présentent et peuvent se présenter à lui, et qu'à partir de là, tel un système expert, il sache développer le chemin de décision qui donne le meilleur résultat. Le dirigeant opère dans un environnement construit sur des principes de causalité. Or il n'en est rien. Toute information, tout événement donne lieu chez chaque individu à une représentation qui lui est propre. Autrement dit, la subjectivité commence avant même la perception que l'on peut avoir des faits et des événements, puisque la perception est déjà entachée d'une représentation 74. Après Simon, la question des conditions de la cognition est posée au niveau individuel et au niveau du groupe. Il semble en fait que les décisions se prennent sur des principes d'homéostasie. Il ne s'agit pas là d'un critère totalement aléatoire, mais d'une recherche de décision qui minimise les tensions d'éclatement ou de désintégration d'une personne ou d'un groupe. La plupart du temps, les négociations portent sur les désirs contradictoires d'homéostasie entre individus et groupes professionnels. Nous trouvons là un élément essentiel de la dynamique de groupe, l'économie de l'attention. Mary Parker Foley, le groupe comme un tout. Mary Foley est une personne profondément moderne. Nous pouvons considérer que cette femme, très proche des concepts utilisés en psychologie, psychologie de la forme, est probablement la personne la plus étonnante de ce premier quart de siècle. Après une formation en droit, histoire, philosophie et sciences politiques, elle publie en 1896 son premier ouvrage, Le Speaker de la Chambre des représentants, au caractère anthropologique marqué. Son ouvrage majeur, paru en 1918, The New State Group Organization, The Solution for Popular Government, offre une réflexion extrêmement dense sur l'organisation et présente les caractéristiques d'un manifeste.
What we must get away from is the hell of rigid things. There is a living life of the people. And it must flow directly through our government and our institutions, expressing itself anew at every moment. We are not fossils petrified in our social strata. We are alive. This is the first lesson to learn. That very word means change and change, growth and growth. To live gloriously is to change undauntedly. Our ideals must evolve from day to day, and it is upon those who can fearlessly embrace the doctrine of becoming that the life of future waits. All is growing, we must recognize this and free the way for growth. We must unclose our spiritual source, we must allow no mechanism to become between our spiritual source and our life. The élan vital must have free play. Ce livre sera suivi en 1924 de Creative Experience. Rarement une telle sensibilité s'est exprimée pour parler des organisations et de leur dynamique. Très critique par rapport au courant mécaniste qui l'entoure, Mary Foley préfère le mot coordination au mot contrôle et développe 4 principes de coordination. As the reciprocal relating of all factors in a situation. By direct contact of the responsible people concerned. In the early stage. A continuing process. Suivant la même logique, elle développe la notion de pouvoir avec, plutôt que de pouvoir sur, et considère que c'est bien l'aptitude du leader qui est essentielle pour la mise en mouvement d'un groupe. Beaucoup de personnes me disent ce que je dois faire et juste comment je dois le faire, mais très peu m'ont fait désirer quelque chose. Chester Barnard, communication et autorité. Chester Barnard est un patron qui consacre une partie de son temps à réfléchir et à enseigner. Entré chez Bell en 1909, compagnie dont il prendra la présidence à l'âge de 41 ans, il est ensuite, en 1948, nommé président de la Fondation Rockefeller. Il a écrit un seul livre, publié en 1938 par Harvard, livre qu'il compléta par un ensemble de 37 articles. Chester Barnard nous permet de réfléchir à 3 éléments essentiels du leadership. Le premier élément concerne la notion de système coopératif, notion particulièrement intéressante puisqu'il s'agit de considérer qu'une organisation fonctionne pour autant que les individus en retirent au moins autant que ce qu'ils y ont investi. Cette approche, que l'on peut qualifier de transactionnelle, est très souhaitée aujourd'hui et correspond à l'attitude générale des nouveaux embauchés dans les entreprises. On peut cependant, comme Chester Barnard, regretter que malheureusement beaucoup d'organisations ne fonctionnent pas selon ce critère. Chester Barnard utilise les concepts d'efficacité et d'efficience pour différencier la satisfaction de voir une action aboutir et la satisfaction qui revient aux individus qui ont mené cette action. Le deuxième point important chez Chester Barnard, point relativement révolutionnaire, est le lien qu'il fait entre autorité et communication. Nous aurons l'occasion de revenir dans cet ouvrage sur le lien qui existe entre parole et action, mais l'idée qu'une communication est un principe d'autorité à partir du moment où elle est intégrée, acceptée par les membres de l'organisation, constitue pour l'époque une approche très innovante, encore trop peu partagée aujourd'hui. Le troisième point est lui aussi révolutionnaire pour l'époque. Il concerne l'importance de respecter un code moral, ce point visant au premier chef, le dirigeant. 4. L'après-guerre jusqu'aux années 1960. Figure 6. 20e siècle, frise des acteurs majeurs de 1940 à 1970. 4-1. Les QUALITICIENS. Le concept. Comment un dirigeant a-t-il la conviction que, globalement, son entreprise est dans une dynamique positive? Certes, il peut être persuadé que sa stratégie est la bonne stratégie, certes il a pour lui les résultats financiers, certes il a l'image renvoyée par l'ensemble de la société civile sur son entreprise, mais il lui faut un outil capable de débusquer, instant après instant, les dysfonctionnements de l'entreprise et qui lui permettent d'en appréhender le fonctionnement dans son ensemble. Nous pouvons regretter que l'expression « dans son ensemble » exclut la plupart du temps les collaborateurs. La satisfaction des clients est prise en compte, ainsi que celle des actionnaires et parfois celle des fournisseurs, mais il apparaît encore aujourd'hui dangereux de mesurer honnêtement la satisfaction des employés. Les premiers pas. Rares sont ceux qui se souviennent que le concept de qualité a été développé autour de Colbert,
par des économistes réfléchissant à l'efficacité et à l'essor de nos fabriques. Qui se souvient que le développement de la qualité autour des années 20 est consubstantiel à l'émergence de la pensée probabiliste? Comme nous le notions précédemment, le concept de qualité a ensuite traversé ce XXe siècle. La qualité est la science de la mesure au sein d'une institution. Il ne s'agit pas là, bien sûr, d'avoir une vision réductrice des institutions, mais plutôt d'éviter qu'un subjectivisme exacerbé ne conduise à une perte de contrôle de l'entreprise. Quand Jones fonde en 1924 un département d'assurance qualité chez Bell Laboratories, il est au centre d'un vaste bassin de collecte de méthodes et de réflexion dans les domaines mathématiques et industriels. Les contributeurs au mouvement qualité peuvent et doivent encore être lus par les personnes qui veulent effectivement comprendre les aspects fondamentaux d'une entreprise. Comme toujours, les fondateurs de concepts offrent un message beaucoup plus riche que ceux qui se contentent de décliner les dits concepts. Les approches de Edward Deming, 1900 à 1993. Walter Shewhart, 1891 à 1967. Philip Crosby, 1923 à 2001. Joseph Juran, 1904. Armand Feigenbaum, 1920. Kaoru Ishikawa, 1915. Taiichi Ohno, 1912 à 1990. Constitue l'univers des concepts de la qualité. Pionnier dans un domaine austère, il n'était pas pour autant dépourvu d'humour. Philip Crosby, par exemple, aimait à dire que la qualité a beaucoup de points communs avec la sexualité. Tout le monde y est favorable, tout le monde croit la comprendre, bien que personne ne se risque à l'expliquer. Tout le monde pense que pour passer aux actes il suffit de se laisser aller à ses dispositions naturelles, et que naturellement quand il y a des problèmes ce sont les autres qui sont responsables. Qualité et forme d'esprit. Les qualiticiens doivent développer simultanément 3 formes d'esprit extrêmement différentes. Un esprit analytique, pour comprendre les processus de création de valeur. Un esprit tout à fait particulier, très inductif, pour rechercher les causes de dysfonctionnement. Un esprit utilisant les concepts de forme, de façon à comprendre les différents états de l'entreprise perçus comme un tout à chaque instant. Il ne s'agit pas pour nous de considérer comme qualiticiens les contrôleurs bureaucrates, qui se contentent de sévir face à une procédure qu'ils appliquent plus ou moins bien. La démarche qualité revient aujourd'hui en force depuis le monde anglo-saxon, à travers la démarche dite de 6 Sigma. La mode consiste à décerner des diplômes, ceinture verte, ceinture noire, pour différencier la connaissance et l'autonomie dans l'utilisation de ces bibliothèques d'outils. L'approche 6 Sigma met l'accent sur les concepts statistiques que souvent les utilisateurs ne maîtrisent pas. Or, l'absence de compréhension des principes sous-tendant une méthode peut conduire à des catastrophes humanitaires et/ou écologiques. L'essentiel de la qualité. Nous pouvons maintenant résumer l'ensemble des concepts qui sont à la base de la démarche qualité. Pour cela, nous reprenons la formule de Deming qui écrivait dans son livre Hors de la crise 95. Le problème central du management, du leadership et de la production vient de ce que l'on ne comprend pas la nature des variations et que l'on ne sait pas comment les interpréter. Tout l'art de la guerre et de l'entrepreneur est résumé dans cette phrase. L'étude de ce que l'on appelle aujourd'hui les signaux faibles, les méthodes destinées à percevoir les mouvements de l'environnement, participent de la même question. Nous pouvons dire que management et leadership se rejoignent sur ce point. La compréhension des micro- et macro-mouvements de l'environnement et de l'entreprise est essentielle. La démarche qualité va donc bien au-delà de la formule « délivrer au client ce qu'il attend, au meilleur coût et dans le délai promis ». C'est le même Deming qui écrit, toujours dans le même ouvrage. Mon peuple périt faute de science. 96. Il est fondamental de partager l'approche selon laquelle il est à la fois un devoir et une nécessité de comprendre, et donc de mettre en mots les mouvements qui résultent de l'action de l'entreprise, ainsi que les mouvements de l'environnement qui transforment ou bloquent l'entreprise. Il est également utile, pour comprendre cet essentiel de la qualité, de consacrer un moment aux 14 principes de Deming, pour les comparer à ceux d'Emerson. Create constancy of purpose toward improving product and service, allocating resources to provide for long-range needs rather than short-term profitability.
Adopt the new philosophy for economic stability by refusing to allow commonly accepted levels of delay, mistake, defective materials, and defective workmanship. Cease dependence on mass inspection by requiring statistical evidence of built-in quality in both manufacturing and purchasing functions. Reduce the number of suppliers for the same item by eliminating those that do not qualify with evidence of quality. End the practice of awarding business solely on the basis of price. Search continually for problems in the system to constantly improve processes. Institute training on the job. Focus supervision on helping people do a better job. Ensure that immediate action is taken on report of defect, maintenance requirement pour tools, inadequate operating definition or other conditions detrimentales to quality. Encourage effective, two-way communication and other means to drive out fear throughout the organization, and help people to work together for the aim of the system. Break down barriers between departments by encouraging teamwork, combining the effort of people from different areas such as research, design, sales and production. Eliminate use of numerical goal, poster and slogan for the workforce that ask for new levels of productivity without providing methods. Continually improve quality and productivity. Eliminate numerical quota. Remove barriers that inhibit the worker's right to pride of workmanship. Institute a vigorous program of education and self-improvement. Define top management's permanent commitment to quality and productivity, and its obligation to implement all of these principles. 4-2. La stratégie. L'art de la guerre tel qu'on le conçoit généralement, se divise en 5 branches purement militaires. La stratégie, la grande tactique, la logistique, l'art de l'ingénieur et la tactique de détail. Mais il est une partie essentielle de cette science qu'on en a, mal à propos exclue jusqu'à présent, c'est la politique de la guerre. Bien que celle-ci tienne à la science de l'homme d'État plus particulièrement qu'à celle du guerrier, depuis qu'on a imaginé de séparer la toge de l'épée, on ne peut disconvenir toutefois que si elle est inutile à un général subalterne, elle est indispensable à tout général commandant en chef une armée. Elle entre dans toutes les combinaisons qui peuvent déterminer une guerre et dans celles des opérations qu'on pourrait entreprendre. A. H. Jomini, 1779 à 1869. Du militaire au civil. La stratégie est une science militaire qui a pour objet, en conjuguant le temps et l'action, de donner à un groupe un avantage décisif, durable, défendable. La stratégie est inductive, basée sur l'art du renseignement, nommée intelligence économique dans le domaine entrepreneurial. La stratégie est la discipline reine du leader. Depuis les années 1960, de très nombreux ouvrages se disputent le marché de la réflexion stratégique. Curieusement, le développement de la démarche stratégique, qui est fondée sur le rassemblement initial des faits pour permettre d'y découvrir un ordre et un sens, est dans le principe une démarche inductive, même si beaucoup tentent à le présenter sous forme d'une logique très nettement déductive. C'est une tentative d'objectivation des situations et des mécanismes de décision à partir de démarches qui, pour la plupart, sont des démarches heuristiques. Stratégie et féminin. Tous ceux qui s'initient à la démarche stratégique connaissent un certain nombre de difficultés. Ils souffrent d'une espèce de dissociation cérébrale, essayant d'utiliser des outils qui relèvent de l'induction avec une démarche de pensée qui, en raison de leur formation, reste déductive. Même quand ils sont organisés en démarche, les outils de réflexion stratégique ne sont que des moyens destinés à faciliter la mise en évidence de faits plus ou moins saillants qui pourraient devenir déterminants au fur et à mesure du temps. Ce mal-être des apprentis stratèges tient à une autre critique que l'on peut faire à l'endroit des outils élaborés dans cette période, c'est leur très faible prise en compte de l'aspect temporel des choses. Or le temps est un élément clé de la réflexion stratégique et de sa mise en œuvre. Sur ce point nous pouvons revenir au texte de saint Augustin souvent cité, malheureusement sous une forme tronquée. Mon enfance par exemple, qui n'est plus et dans un passé qui n'est plus, mais quand je me la rappelle et la raconte, c'est son image que je vois dans le présent, image présente en ma mémoire. En va-t-il de même quand on prédit l'avenir ? Les choses qui ne sont pas encore sont-elles pressenties grâce à des images présentes ?
Je confesse, mon Dieu, que je ne le sais pas. Mais je sais bien en tout cas que d'ordinaire nous préméditons nos actions futures, et que cette préméditation est présente, alors que l'action préméditée n'est pas encore puisqu'elle est à venir. Quand nous l'aurons entreprise, quand nous commencerons d'exécuter notre projet, alors l'action existera, mais ne sera plus à venir, mais présente. Il est dès lors évident et clair que ni l'avenir ni le passé ne sont, et qu'il est impropre de dire il y a 3 temps, le passé, le présent, l'avenir, mais qu'il serait exact de dire qu'il y a 3 temps, un présent au sujet du passé, un présent au sujet du présent, un présent au sujet de l'avenir. Il y a en effet dans l'âme ces 3 instances, et je ne les vois pas ailleurs. Un présent relatif au passé, la mémoire. Un présent relatif au présent, la perception. Un présent relatif à l'avenir, l'attente. Si l'on me permet ces expressions, ce sont bien 3 temps que je vois, et je conviens qu'il y en a 3. Nous pouvons noter que ce texte est fondateur d'une démarche d'introspection dynamique avec 3 mots-clés. La mémoire comme histoire, la perception sur laquelle nous reviendrons beaucoup en 2e section, et l'attente qui chez saint Augustin a forcément une connotation de promesse de victoire, celle du bien sur le mal au dernier jour. La première partie de cette citation est construite en 3 termes, passé, présent, futur, qui préparent la liste suivante. Notons que ces 3 termes sont la base de la démarche introspective que constitue la psychanalyse. Travail de déconstruction au cours duquel le temps dans le discours narratif de l'analysant est aboli. La démarche stratégique est aussi un travail de déconstruction de l'entreprise dans son champ concurrentiel, dont la remise en ordre s'opère dans le plan d'action. Nous ne pouvons éviter de signaler ce singulier hasard. Le chapitre précédent des Confessions est consacré par saint Augustin à sa mère Monique. C'est bien notre naissance qui nous fait entrer dans la temporalité. Le temps est donc, plus que toute chose, l'expression du féminin qui est en nous. Le temps est vaincu sur le champ de bataille pour les guerriers qui meurent. Il paraît curieusement qu'ils en appellent à leur mère. La seule qui puisse reprendre semble être celle qui a donné. De là à déduire que la stratégie est la plus féminine des pratiques entrepreneuriales, il n'y a qu'un pas. La structuration de la démarche inductive. C'est Igor Antsov, avec son modèle de développement de l'entreprise et les publications de la Harvard Business School, qui vulgarise la notion de démarche stratégique. Cette réflexion connaît des développements assez importants avec Eka J. Andrews en 1971, Concept of Corporate Strategy. Nous devons à cet auteur la prise en compte dans la réflexion stratégique des valeurs personnelles et des aspirations des dirigeants, ainsi que de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ces réflexions stratégiques, qui s'appuient sur l'étude de l'environnement et sur les forces et faiblesses de l'entreprise, ont été complétées par un certain nombre d'études qui tiennent compte du cycle de vie des produits. Le tout reste guidé par un souci de planification à court, moyen et long terme, qui est synchrone de l'apparition des réflexions marketing de Theodore Levitt en 1960. L'introduction de la notion de cycle de vie des produits se fait parallèlement à la réflexion sur la trajectoire de l'entreprise elle-même, Kota en 1969. Les modèles de planification stratégique vont petit à petit s'organiser et s'instrumentaliser. Citons par exemple le modèle LCAG. Figure 7. Exemple de modèle stratégique, le modèle LCAG. H. Weyrich développe la matrice TOWS, Threats, Opportunities, Weakness, Strengths, qui permet de mettre en évidence, au croisement des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, les lignes du plan d'action de l'entreprise. Il est étonnant que cette matrice ne soit jamais utilisée de manière complète. Elle l'est souvent dans sa partie inductive, liste des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, au détriment de sa partie créative, liste des conséquences en termes d'action, comment réagir au croisement de telles menaces et de telles faiblesses. De ces visions à 2 dimensions vont naître des approches beaucoup plus complexes, comme celle du modèle Space qui essaie de représenter à côté des dualités produits-technologie et marché-commerce les possibilités de capacité financière et le degré de stabilité de l'environnement. Les représentations matricielles. La représentation des forces en présence ne pouvant se faire que sur un espace à 2 dimensions, la feuille de papier, ce sont les modèles matriciels qui dominent. Matrice de type ADL, Arthur D. Little, maturité, position concurrentielle.
Matrice BCG correspondant à une réflexion stratégique basée sur la réduction des coûts et l'augmentation des volumes. Matrice attrait à tout de McKinsey. Ces matrices cherchent à représenter graphiquement la position concurrentielle d'une entreprise pour un segment donné et l'intérêt qu'il peut y avoir à se battre sur ce segment particulier. Pour compléter ces approches matricielles, toute réflexion stratégique doit prendre en compte 3 faits. La position des acteurs. La vitesse des acteurs. Les capacités d'accélération des acteurs. La position correspond aux études de force, faiblesse, opportunité, menace mais également d'un certain nombre de facteurs quantitatifs qui représentent la position de l'entreprise. La vitesse correspond à la croissance de l'entreprise sur son marché ou sur son segment, et il convient là de repérer quelles entreprises, parmi les concurrentes, ont une croissance supérieure ou inférieure, en réfléchissant à la question d'un point de vue offensif et défensif. Enfin, l'accélération correspond aux libertés sur le terrain. Pour une entreprise, ce sont ses capacités de libération d'énergie financière, génération de cash, et ses capacités intellectuelles et de flexibilité dans les moyens d'apprendre. Les développements. La réflexion stratégique prend un essor considérable avec les travaux de Michael Porter qui vont apporter, d'une part un certain nombre d'outils d'appréciation de l'environnement, ses 5 et 9 forces, et d'autre part un outil de réflexion liant les stratégies et les allocations de ressources de l'entreprise, la chaîne de la valeur. Même si cette construction de la chaîne de la valeur fait référence à une activité qui était d'abord industrielle ou de service, il faut aujourd'hui considérer, d'un côté la chaîne de création de valeur physique, de l'autre la chaîne de création de valeur virtuelle, relative à la création de valeur du point de vue de l'information. Il existe de nombreuses autres approches inducto-déductives comme par exemple, celle du bonsaï technologique. L'image de l'arbre sous-tendu par le nom bonsaï à consonance japonaise, donc guerrière, est un support très riche pour l'imaginaire. La partie inductive du raisonnement est figurée par les racines, la consolidation par le tronc, les déclinaisons déductives par les branches et les feuilles. Il n'en demeure pas moins que ces méthodes inductives ont été créées dans la logique de marché des 30 Glorieuses et de la récession qui a suivi. C'est la limite de telles méthodes qui colle à un type d'environnement. Il faut donc revenir aux classiques militaires, reconsidérer la notion de temps, se réapproprier la nouvelle complexité de cet environnement stratégique qui a changé entre le début et la fin du XXe siècle. Certes, les grands principes de concentration des efforts et de mobilité continuent à s'appliquer, mais l'économie des forces est totalement différente. Figure 8. Démarche inducto-déductive en stratégie. Les 3 modes de pensée nécessaires aux stratèges. La démarche incrémentale consiste à organiser la réflexion circulaire 111 et inductive de la réflexion stratégique. Il faut, dans un premier temps, comprendre la problématique de l'entreprise et la taille du terrain de jeu et dans un deuxième temps, passer à la démarche difficile de la segmentation. Cette opération est dialectique. Des activités forment un même segment si, et seulement si elles ont les mêmes facteurs clés de succès. La plupart du temps, la pierre d'achoppement réside dans la liste de ces fameux facteurs clés de succès. Tout le savoir-faire stratégique consiste ensuite à créer et mettre en œuvre le plan d'action en respectant quelques principes. Le principe de concentration des efforts ou principe de volonté, vouloir. Le principe de liberté d'action ou principe de liberté, pouvoir. Le principe d'économie des forces ou principe d'efficacité, savoir. Le leader est véritablement celui qui sait lire la partition stratégique, comprenant 3 lignes de faits, suivant qu'il convient de les lire. Avec un esprit inductif. Avec un esprit déductif. Avec un esprit circulaire. Il connaît le principe selon lequel une situation s'analyse à partir de la position qu'il veut occuper. Il connaît les 36 stratagèmes chinois. Mener l'empereur en bateau. Encercler Wei pour sauver Zhao. Tuer avec une épée d'emprunt. Attendre tranquillement un ennemi qui s'épuise. Piller les maisons qui brûlent. Faire du bruit à l'est pour attaquer à l'ouest. Transformer le vrai en faux. Montée secrète à Shenkang. S'asseoir et regarder qui gagne et qui perd. Voir clair et faire l'idiot. Li porte le bonnet de Zhang. L'occasion fait le larron. Frapper l'herbe pour prévenir le serpent.
Redonner vie à un cadavre. Forcer le tigre à quitter sa montagne. Laisser courir pour mieux saisir. Sacrifier une brique pour récolter du jade. Faire une démonstration de force à vide. Retirer le bois sous la marmite. Troubler l'eau pour attraper le poisson. La cigale d'or fait sa mue. Emprunter le passage pour anéantir Guo. Alliance au loin, attaque contre un voisin. Désigner le mûrier pour insulter le sophora. Substituer au phénix un dragon volé. Tuer un homme pour en terrifier 100. Simuler la folie. Passer le pont, puis casser le pont. Faire fleurir l'arbre sec. Renverser les places de l'hôte et de l'invité. Le stratagème de la belle. Le stratagème de la ville vide. Le stratagème de l'espion retourné. Le stratagème des chairs endolories. Le stratagème des chaînes. La fuite est le stratagème suprême. Cette liste au caractère poétique sera avantageusement réfléchie. Le meilleur ami du stratège est son imaginaire. Figure 9. La démarche incrémentale de formulation de la stratégie. 5. La deuxième partie du XXe siècle. Figure 10. XXe siècle, frise des acteurs majeurs à partir de 1970. Les 4 temps de la fin du XXe siècle. Nous pouvons aussi considérer cette deuxième partie du XXe siècle comme un ensemble de 4 périodes. Une première période correspond à la diffusion d'un certain nombre de réflexions issues des qualiticiens, qui formalisent leurs pensées à l'intention des dirigeants. Une deuxième période correspond à ce que nous pouvons appeler le développement des outils de la stratégie. Une troisième période, pendant laquelle des approches extraordinairement différentes adressent plus spécifiquement la complexité des organisations dans un monde en pleine transformation. Entendons par là en proie à une succession de changements apparemment peu favorables aux entreprises, c'est la fin définitive des Trente Glorieuses. Une toute dernière période qui s'étend jusqu'au début du XXIe siècle concerne l'arrivée effective des sciences humaines dans un certain nombre de modèles. Ce qui touche au développement durable. Ce qui concerne le gouvernement d'entreprise pour contrer les glissements éthiques. L'ensemble de ces outils et de ces publications présente un intérêt majeur pour le dirigeant. Ils constituent en fait les classiques du management. L'explosion des concepts. Dans le dernier tiers du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, alors que l'entreprise a fixé les grands principes de sa production, alors que la capacité du système à s'interroger sur lui-même a trouvé avec les travaux sur la qualité une démarche critique cohérente. Alors qu'à la fin des années 1970, l'essentiel du discours que nous connaissons sur la stratégie est fixé et, bien qu'il y ait eu ces 2 coups de tonnerre que sont la rationalité limitée d'un côté et la fin de l'effet mono-motivationnel de l'autre. Toute une série de réflexions va enrichir l'entreprise en lui promettant de réussir dans un environnement qui sera bientôt qualifié de monde en crise. Par vagues successives, de nouveaux concepts vont tenter d'instrumenter la vision mécaniste de l'entreprise. Tout se passe comme si, à partir des années 1970, l'entreprise avait cherché à adopter un grand nombre de concepts, parfois fort complexes, quelquefois issus des sciences humaines, afin de trouver des solutions aux transformations radicales qu'elle subissait du point de vue humain et environnemental 114. Au cours des années 1960 et 1980, naissent des modèles organisationnels nouveaux avec les apports conceptuels mécanistes de Henry Mintzberg et l'apparition du modèle simplificateur 7S. Les normes ISO 9000 relatives à la qualité, d'une importance considérable dans l'approche normalisée des entreprises. Des réflexions sur la culture d'entreprise et sur les phénomènes bureaucratiques 115. La notion d'entreprise en réseau. Avec la fin des Trente Glorieuses apparaissent des approches destinées à comprendre ce monde en mouvement, c'est-à-dire en crise, et à adapter l'efficacité des entreprises à cette nouvelle donne. La fin des années 1980 et les années 1990 voient donc l'émergence de thèses extrêmement variées relatives au développement des compétences, savoir pour agir, de Chris Argyris. Les concepts d'entreprise virtuelle vont apparaître, et l'on peut considérer que les visions classiques organisationnelles volent en éclats,
les modèles mécanistes ne permettant plus de gérer et de prévoir les comportements dans l'organisation. C'est alors que la théorie du chaos est appelée en renfort et que l'ouvrage de Peter Senge, la 5e discipline, suivie de la danse du changement, connaît un succès retentissant. Avec cet auteur, la systémique et le constructivisme font une entrée dans l'entreprise. Une approche par thème. Face à ce que nous pouvons appeler un gigantesque marché des concepts, où coexistent des approches extraordinairement différentes, il convient d'établir une classification par thème. Les concepts de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.